Bonjour à toutes et à tous, on est super content de vous recevoir pour ce webinaire avec Mathieu, un webinaire autour de la performance. Euh, la performance au sens large, on a déjà fait un webinaire par le passé sur la web perf, qui est un aspect très spécifique de la performance, mais la performance, ça s'étale au-delà simplement du côté client. Et l'idée, c'est de faire cette prise de recul sur le sujet de la performance, ce que c'est, comment on y réfléchit en amont, et pas simplement subir les ralentissements qu'on peut avoir côté utilisateur. Et donc, on est très content pour ce webinaire Next Level de recevoir Mathieu, expert justement en performance au sens large. Tu vas te présenter Mathieu. Donc voilà, donc on est très content. Le webinaire sera dispo en replay. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et puis Mathieu, je vais te laisser la main pour ce webinaire. Merci encore d'être parmi nous. Et puis je te laisse la parole. Entendu. Merci beaucoup, Stan. Bah oui, je suis ravi d'être là. Je vais rentrer dans le vif du sujet parce que c'est la pause déj et tout le monde a faim. J'espère que ça vous intéressera et n'hésitez pas à poser toutes vos questions, bien sûr, j'y répondrai avec plaisir, soit maintenant, soit plus tard si jamais ça vous vient au moment où vous regarderez le replay. Les piliers de la performance. Moi, j'aime bien commencer en posant un petit teaser, une petite perspective. Et donc aujourd'hui, je vous présente Suzanne. Suzanne a des talents incroyables. Elle est beaucoup plus balèze que vous, que moi, que Stan, que toute forme de vie connue, sans vouloir t'insulter, Stan, bien sûr. Et donc la question, c'est qu'est-ce qu'est Suzanne pour avoir tous ses mérites? Donc Suzanne est un tardigrade. Alors, un tardigrade, c'est une forme de vie qui fait à l'âge adulte à peu près un demi-millimètre de long. Et ça a la particularité de résister à des températures extrêmes, donc du zéro quasi absolu, moins 273 degrés Celsius, jusqu'à plus 150 degrés. Il y a des individus qui résistent au rayonnement ionisant, hein, à des doses plusieurs centaines de fois supérieures à ce qui serait létal pour vous et pour moi. D'autres à des pressions 6 fois supérieures à celles qu'on trouve au fond des fosses océaniques, mais surtout, ça résiste aussi au vide spatial. Donc, elle ne se déplace pas spécialement vite, notre amie Suzanne. Elle ne peut pas vous aider à déménager votre canapé. Mais est-ce qu'on pourrait dire qu'elle est vraiment insignifiante en termes de performance? On n'oserait pas. Du moins, moi, j'oserais pas. Je vous laisse prendre vos décisions. Donc, en guise d'ouverture et à garder en tête pour la suite de ce talk, je vous propose cette question. Est-ce que la performance peut vraiment être réduite à de la vitesse et de la scalabilité comme on a l'habitude de le faire? Évidemment, la réponse est non et on va en parler juste après. Je prends 2 minutes pour me présenter. Donc, je suis Mathieu. Je suis très content que vous soyez là. Ça fait 17 ans que je fais de la performance software maintenant. C'est un domaine très varié. Moi, je suis plutôt spécialisé sur la partie test. Depuis 2019, je fais essentiellement de la lutte contre le blanchiment d'argent et financement du terrorisme. Je suis indépendant, je fais des stratégies de perf, je les implémente chez mes clients, mais je fais aussi de la formation et du coaching. Je viens de Nantes, raison pour laquelle vous avez cet éléphant en bas à gauche, qui est malheureusement pour moi loin de toutes les montagnes intéressantes. Voilà. Et en 2003, j'ai rejoint l'équipe organisatrice de la conférence Wheel of Speed. Et tu as déjà reçu un des géniteurs de cette conférence en la personne de Jean-Pierre Vincent. Et donc, cette conférence, pardon, elle traite de la performance web en général. Voilà, donc assez parlé de moi, vous n'êtes pas venu pour ça, et on est là pour parler de performance aujourd'hui. Alors en software, la performance s'est présentée 9 fois sur 10 comme la combinaison de deux propriétés principales. Bon, la première, qui n'échappe à personne, c'est la plus évidente, c'est celle à laquelle on est confronté en permanence, c'est la vitesse. Quand on contribue à concevoir un système, on va parler de sa mesure, hein, le temps de réponse. Donc, je ne vous fais pas de dessin, on est familier avec plein d'incarnations au quotidien et incarnations matérielles de cette caractéristique. Et puis un peu plus tard, parfois beaucoup trop tard bien sûr, on va se demander si on est capable de délivrer ça pour tout le monde à la fois. Et là, on se dit, est-ce que c'est rapide en charge? Donc traduit dans la vie matérielle, des grosses grues, des gros camions, des gros bateaux. En somme, on parle de capacité. Donc ces deux propriétés-là, vitesse et capacité, ça contribue à définir la performance, c'est vrai. On cherche à les détecter, à les mesurer, à les éprouver. Ça, c'est de l'ingénierie de performance en général.
On pourrait presque poser cette équation qui serait que la performance, c'est la vitesse combinée à la capacité. Mais comme vous êtes en train de repenser à notre chère Suzanne la pauvre, vous sentez bien que c'est très réducteur. Et ce mode de pensée, ça enfante deux problèmes. D'abord, un problème très concret qui est que on ne poursuit pas ces autres objectifs dont on va parler dans une minute, qui sont pourtant cruciaux. Et ensuite, parce que à force de ne pas le faire, on n'y pense plus. Ce qui n'est pas fait n'est pas compris, ce qui n'est pas compris n'est pas transmis, et ce qui n'est pas transmis finit par disparaître. Et si ça disparaît, vous rendez Suzanne toute triste. Donc, on pose le crayon, on prend 2 minutes pour se demander comment on peut compléter cette définition et en faire quelque chose d'un peu plus utile. Donc, le petit exercice pour aujourd'hui que je vous propose, c'est une grille de lecture à 6 piliers, mais on pourrait en imaginer plein d'autres, hein. Je suis sûr d'ailleurs que vous allez en imaginer d'autres. Donc, notez-les petit à petit, puis vous me les envoyez. Et si ça se trouve, à 12h30, on sera plus sur les 6 piliers, mais sur les 12 piliers. Voilà. Donc les 6 propriétés principales. D'habitude, je distribue des chocolats à ce stade pour chaque réponse, mais aujourd'hui, c'est pas possible. Donc je suis désolé pour vous. Allez, c'est parti. Donc on se dit que vous partez en vacances, hein, ça se rapproche. Vous arrivez là avec votre voiture, avec votre car, avec votre camping-car, j'en sais rien, et vous voyez cet endroit où la performance est cruciale. Donc cruciale pour vous en tant que cliente ou client, mais aussi pour la société gestionnaire. Donc, on fait un petit exercice, ça prend qu'une minute, hein, rassurez-vous. Sur ce péage, par quel comportement est-ce que le péage peut exprimer sa performance? Donc, je vous donne habituellement les deux premiers, et puis ensuite je fais appel à vous dans le chat pour me donner des idées. On va les regarder avec Stan, et puis on va essayer d'avancer tranquillement. Donc, les deux premiers, c'est quoi? Bah, tout simplement la vitesse, hein, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, à quelle vitesse est-ce que je franchis ce fameux péage? Combien de temps je dois m'arrêter, combien de temps ça prend pour prendre ma carte, pour ouvrir ma fenêtre, pour faire la transaction, pour que la barrière se lève, combien de temps ça me prend pour redémarrer. Bref, comment est-ce qu'on fait pour traiter cette transaction très rapidement? Et surtout, comment est-ce qu'on peut l'améliorer? Donc là, vous avez un axe d'amélioration évident qui est le péage, le télépéage, pardon. Il y a beaucoup de secteurs où des acteurs ont élevé la performance, d'abord au degré de feature, comme on peut le voir là au niveau du télépéage, mais carrément de valeur ajoutée différenciante. Donc on peut penser par exemple à la Formule 1, où les pit stops tombent régulièrement autour des 2 secondes maintenant. Il y a 20 ans, c'était évidemment pas ça. Bon, après, il y a eu des évolutions, ils avaient le droit de faire le plein, puis plus. Enfin bref, voilà, ça a changé un petit peu. Mais toujours est-il que c'est devenu crucial, cette chose-là. Euh, et dans le monde du software, on peut imaginer un autre exemple, celui du trading haute fréquence, où le temps de traitement requis aujourd'hui pour analyser le flux, concevoir un ordre pertinent et l'émettre est maintenant en dessous. Alors j'ai mal écrit, c'est pas une milliseconde, c'est une microseconde. On est à l'échelle de plusieurs centaines de nanosecondes. Donc bien sûr, il reste ensuite la latence de l'acheminement, hein, du réseau, mais là aussi, il y a des investissements colossaux qui sont faits, comme vous le savez peut-être, pour essayer de gratter de la milliseconde. La deuxième propriété, celle de la capacité, dont on a encore parlé tout à l'heure. Combien de voitures peuvent être traitées dans un temps donné dans ce péage? Alors vous allez me dire, c'est pareil que la vitesse. Alors déjà, vous êtes un peu désagréable. Et ensuite, je vous pose la question suivante. Un système, est-ce qu'il ne peut pas être capacitaire sans être rapide? Donc imaginez que ça prenne 1 heure à chacune des voitures que vous voyez là pour franchir sa voie. On est tous d'accord, c'est long. Donc là, on parle de vitesse. Mais si le péage a 1 million de voies, il absorbe tout de même 1 million de véhicules par heure, ce qui n'est pas rien. Donc, une manifestation dans le monde matériel autour de nous, c'est par exemple les porte-conteneurs, qui sont très lents, mais très capacitaires. Pour référence, un voyage Shanghai-Rotterdam, ça prend en général entre 26 et 35 jours, sauf embouteillage au niveau du canal de Suez. Et là-dedans, on transporte à peu près 23 000 conteneurs pour les plus gros. Côté software, on peut penser aux plateformes de streaming où la latence à la milliseconde n'est pas essentielle dans l'immense majorité des cas, sauf quand vous parlez à Jean-Baptiste Kempf qui évidemment se penche sur ce sujet-là très fort. Mais ce n'est pas du tout un prérequis, c'est plutôt un sujet de capacité d'accueil, hein, où cette propriété est donc primordiale et elle se compte en millions de personnes selon les événements dont on parle. Donc vitesse et capacité. Alors, ce que je vois dans le chat, c'est... alors, on a une première réponse sur la propriété la plus évidente.
qui est celle de la scalabilité. Alors, la scalabilité, dans ce mot qui n'est pas très beau, qui est un barbarisme affreux, c'est la capacité du péage à s'adapter à la demande, à ouvrir des voies. Est-ce qu'il est capable de le faire, donc? À quelle vitesse? Est-ce qu'il y a un maximum? Et on peut tirer de la vie quotidienne pas mal d'exemples. Le plus évident et qui nous impacte malheureusement beaucoup, c'est celui de l'augmentation de la demande sur les réseaux de transport, avec une augmentation aussi de l'offre, c'est-à-dire en heure de pointe, on a 3 à 4 fois plus de RAM qui circulent sur le réseau, ce qui permet de réduire les intervalles. Donc l'avantage du software là-dessus, bien entendu, c'est que le système peut s'adapter de façon autonome, sans intervention humaine. Et pour donner un exemple, encore une fois issu du software, Ticketmaster, pour celles et ceux qui aiment bien les concerts, lors de l'ouverture des réservations de billets pour la tournée de Taylor Swift, la dernière là, c'est un scaling x15 par rapport à leurs habitudes et surtout c'est un scaling, pardon, qui doit être excessivement rapide et performant puisque, enfin performant au sens large, puisque c'est parti, je crois, en quelques minutes pour l'immense majorité des tickets. Voilà, donc on est sur des pics d'utilisation qui sont énormes. Alors la quatrième propriété dont on peut parler, c'est la stabilité. Voilà. Je pense que cette photo vous donne peut-être rappelle votre syndrome post-traumatique malheureusement. Hein. On approche le péage, il y a beaucoup de véhicules qui changent de voie, ça n'arrange rien. Et la question c'est donc comment est-ce que les autres propriétés du système évoluent en fonction du nombre de véhicules qui m'entourent? Comment est-ce que le comportement des autres utilisateurs et utilisatrices ou tout simplement la saturation du système va affecter mon expérience utilisateur? Donc dans le monde réel, on peut penser par exemple à certains gratte-ciel qui, en montant très haut, ont besoin de tenir la route sur des vents de différentes forces. Là, en l'occurrence, c'est résister à des vents de catégorie, enfin d'ouragan de catégorie 2. Euh, il faut que le bâtiment reste intègre et qu'il continue à remplir comment dire, sa mission dans cet environnement de contraintes. On peut en citer un autre, par exemple Amazon, hein, qui en 2008, alors vous allez me dire ça remonte déjà un petit peu, donc je ne sais pas s'il y a des métriques un petit peu plus récentes, mais déjà à l'époque, en 2008, ils avaient chiffré ça, ils savaient qu'ils perdaient 1% de chiffre d'affaires pour chaque dixième de seconde de ralentissement. Donc, le sujet stabilité ici, c'est comment est-ce que dans un événement comme le Black Friday, où ils traitent 2 à 4 fois plus de trafic qu'au quotidien, on maintient une expérience utilisateur ou utilisatrice satisfaisante euh, pour ne pas avoir ce churn, pour ne pas avoir ces abandons de panier. Voilà. La stabilité. Une autre propriété aujourd'hui qui a le vent en poupe, en tout cas vos directeurs et directrices financiers en général vous en parlent, c'est celle de l'efficience ou de la sobriété numérique. La question, c'est combien d'employés, combien d'électricité, combien d'entretien le péage a besoin pour pouvoir délivrer une unité de quelque chose qui a du sens pour le métier. Donc là, par exemple, ce serait délivrer le passage d'une voiture dans ce péage. Donc on peut faire un parallèle avec, par exemple, la voile de course. Dans un univers où l'unité de mesure de ce que ça coûte serait, par exemple, le carburant, on peut atteindre ici, avec ce type d'équipement, des vitesses énormes pour virtuellement zéro carburant. Donc, on est sur un système qui est particulièrement efficient. Celles et ceux qui sont branchés comment dire, changement climatique et utilisation sobre de nos ressources, diront que oui, mais le bateau a été construit en dépensant un certain nombre de ressources. C'est une chose qu'on retrouve aussi au niveau software, hein, puisqu'on dépense des ressources pour pouvoir le concevoir. Mais là, je parle plus particulièrement de la partie run. Hein. Et une autre manifestation de ça, par exemple, ça peut être comment est-ce que Voyager 2 continue de fonctionner et donc de faire tourner son software, de communiquer encore avec la Terre à 20 milliards de kilomètres de nous, tout en consommant moins qu'un batteur électrique. Donc très concrètement, on vous parle ici de votre facture cloud, comme je disais tout à l'heure. Un logiciel qui nécessite moins de cycles CPU, moins de mémoire, coûte nettement moins cher à héberger. Et enfin, la résilience. Alors la résilience, ça va être ici, comment est-ce que le péage se remet d'un incident quelconque? Ça peut être une panne, ça peut être, comme vous voyez ici, un incident. Est-ce qu'il y a des extincteurs automatiques qui, en 2 minutes,
permettre de reprendre le cours normal de l'activité, ou est-ce qu'il faut 3 semaines pour s'en remettre avec des dommages majeurs, j'en sais rien, au système électrique. Donc on peut penser à certaines analogies de la vie courante, par exemple celle des hôpitaux, qui peuvent avoir jusqu'à 7 jours d'autonomie en cas de coupure de courant, grâce à des générateurs, alors pour la plupart bien sûr qui utilisent des carburants fossiles. Mais on peut aussi penser à notre fameux A-10 de l'Air Force américaine, hein, qui est capable de continuer à fonctionner, même s'il a complètement perdu 2 de ses 4 circuits principaux, qui possède des réservoirs qui se colmatent automatiquement, et qui peut continuer à voler même en ayant perdu un moteur, une des queues, une moitié d'aile. Voilà. Donc là, on est sur des systèmes qui sont hautement résilients. Euh, Tout ça, c'est fantastique, mais vous allez me dire, et c'est évidemment une réflexion très pertinente, félicitations, à quoi ça sert tout ça? Euh, et surtout, à quoi ça va servir de la tester? Alors, le test, c'est une activité qui porte très mal son nom, en tout cas le nom consacré qui est celle de la quality assurance, qui est un terme avec lequel la plupart des gens sont familiers, porte très mal son nom, comme je disais, parce qu'on n'assure rien. En fait, on ne peut rien garantir. On ne peut pas garantir l'absence de défaut, tout simplement parce qu'on ne peut pas garantir l'absence de quelque chose. Ça ne peut pas être prouvé. Donc, le premier objectif, c'est déjà de découvrir la vérité à propos du software. Dans un second temps, ou en tout cas sur un deuxième axe, on fait ça aussi pour diagnostiquer et on l'espère résoudre les problèmes avant qu'ils puissent affecter la clientèle. On le fait aussi pour prendre des décisions éclairées grâce aux conclusions établies suite au processus de diagnostic. On le fait aussi pour se protéger des risques de réputation. Donc, contrairement à Ticketmaster, dont vous avez entendu parler tout à l'heure, qui est en position quasi monopolistique, la plupart des marques cherchent à protéger leur image de marque. Et sur des événements majeurs, avoir des problèmes d'indisponibilité, c'est un gros problème pour l'image de marque. Peut-être que vous vous rappelez du film The Social Network qui parlait de la genèse de Facebook avant que ça s'appelle Meta. Et donc, à un moment donné, il y a une réplique qui parle de on est down, non, non, on n'est jamais offline. On a absolument besoin de rester online. Euh, donc, mais comme je disais, à moins d'être dans une position monopolistique, vous êtes sensible à ça. Et puis, enfin, révéler l'efficience d'un système. On en a parlé tout à l'heure pour la sobriété. Ça permet de le rendre moins consommateur de ressources et donc d'en économiser. Et l'une des grandes ressources d'aujourd'hui, bien sûr, c'est l'argent, simplement. Alors, comment on s'y prend pour faire tout ça? Euh, Il y a beaucoup de propriétés, hein, et ces propriétés, elles n'arrivent pas par accident. Elles sont en grande partie évitables, testables, correctibles pardon, à différentes étapes du cycle de vie logiciel. Donc, on va chercher à les challenger le plus tôt possible. Mais d'autres sont difficilement évaluables assez tôt, et donc pour le coup, ça va tomber plutôt tard. Donc, il y a des stratégies modernes de test qui s'appuient sur des mouvements dits de shift left et de shift right. D'un côté, le shift left qui part du constat que bien souvent, on identifie un défaut tôt, ce qui permet de le corriger tôt et donc à pas cher. On va chercher donc à démarrer les activités de test le plus tôt possible. Le shift right, lui, à contrario, part de cette philosophie que le travail de la qualité logicielle ne s'arrête pas avec le déploiement en production. Donc on va continuer d'évaluer et d'améliorer les logiciels jusque dans ces environnements-là. On peut envisager une vision comme celle-ci, par exemple, qui est assez grossière, évidemment, mais c'est pour vous donner une idée. On aurait des études ou des tests qui sont plutôt orientés vitesse et sobriété le plus tôt possible, et puis des études ou des tests qui sont orientés capacité, scalabilité, stabilité, résilience, au proche des environnements de production. Alors, ce n'est pas binaire, hein, contrairement à ce que la vue laisse entendre. Il faudrait d'ailleurs que je modifie ce slide. Euh, Ça représente en fait une accentuation de l'effort. Et bien sûr, c'est qu'un exemple. Ce qui compte, c'est de mettre en face de ce système-là vos enjeux pour pouvoir faire du shift left au bon moment et du shift right dans les bonnes conditions. Donc, on pourrait très bien imaginer que vous ayez besoin d'un système hautement résilient et que donc vous fassiez des tests de résilience et des études de résilience le plus tôt possible. En somme, tout ça, ça dépend de votre contexte. Donc, très concrètement, part au plus tôt côté shift left,
on veut dire jusqu'au sein de l'expérience de développement, idéalement jusque sur le laptop des devs. À ce stade, ce qu'on vous vend généralement, c'est du test automatisé, hein. Mais sur le terrain, ça va souvent pas assez loin. Il y a plein de problèmes liés au test automatisé dans lesquels je ne vais pas rentrer actuellement. Toujours est-il que ce n'est pas une solution idéale. Euh, et quand on prend cet enjeu de se rapprocher de l'expérience développeur dans son ensemble, on aboutit à une vision qui est dite justement développeur expérience. Donc ça, c'est une vision qui est plus complète et qui vise à fournir un outillage qui est à la fois technique, donc techniquement adapté, mais aussi méthodologiquement adapté et culturellement adapté. L'outillage des devs, dans ce contexte-là, ça bénéficie d'une vraie approche produit, ou en tout cas pour le faire bien, il faut avoir cette vraie approche produit, une réflexion qui est réellement délibérée sur la question et qui cherche à satisfaire la développeuse ou le développeur dans ses enjeux de performance. Donc à ne pas, comment dire ça, à ne pas interrompre le flot de développement, le flot de production de la personne qui travaille là-dessus. De l'autre côté du spectre, quand on dit proche des environnements de production, on veut dire en utilisant le trafic naturel et les moyens de production de la production pour avoir une connaissance encore plus pointue de son système. Donc, une nouvelle fois, la, vision, la version pardon, timide de cette tendance, et même si c'est respectable, c'est de pratiquer des tests très très maîtrisés en production. C'est déjà un très très haut niveau de maturité. Euh, mais aujourd'hui, on est là un peu pour provoquer la réflexion et on dit qu'est-ce qu'on peut faire pour aller encore plus loin. Et donc cette fois-ci, c'est la notion dite de chaos engineering qu'on peut aborder et qu'on peut résumer avec cette merveilleuse citation de Mike Tyson qui est tout le monde a un plan jusqu'à ce qu'il prenne un point dans la bouche. Donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas, le chaos engineering, c'est une pratique qui vise à introduire des défauts contrôlés dans les environnements pour augmenter la résilience du système, pour cultiver la compétence de l'organisation tout entière, hein, vous et moi, de façon à ce qu'on sache faire face aux imprévus. On en a tous fait, au moins une fois dans notre vie, par exemple avec un exercice d'évacuation en cas d'incendie. Donc, en reprenant cet exemple-là, est-ce qu'il vaut mieux s'entraîner et voir où sont les problèmes d'évacuation, quitte à interrompre à intervalles réguliers 20 minutes d'une journée de travail, ou est-ce qu'on se dit tout va bien, on teste jamais et qu'est-ce qui se passe le jour où on a un incendie? Voilà. J'arrive sur la fin et avant de passer aux commentaires et éventuelles questions, je fais une courte mise en perspective. Au bout du compte, tout ça, toutes vos activités à la fois de développement et de test, ça finit par être de la culture. Et la culture finit par tout influencer. Donc, mon ambition aujourd'hui avec vous, c'est de vous inciter à prendre de la hauteur sur la notion de performance. Vous l'avez compris en voyant Suzanne au début. Euh, Installer des outils, produire des statistiques, analyser des résultats, tout ça, ça n'a strictement aucun intérêt si on produit des défauts plus vite qu'on ne les détecte ou qu'on est capable de les corriger. Et je pense en particulier aux défauts qui ont le potentiel de couler votre boîte. Voilà pour moi. Super, merci beaucoup Mathieu. C'était hyper intéressant comme approche. Il y a une première question qui porte sur le fait que dans le logiciel, on parle d'éviter l'optimisation prématurée. Comment est-ce que tu dirais justement qu'il faut, quels critères se mettre pour aider à décider justement de ce qui est peut-être trop tôt comme optimisation de la performance, ou alors ce sur quoi il faut commencer à réfléchir dès maintenant. Comment on arbitre? Excellente question. Le sujet central de ça, c'est ça dépend de vos objectifs. Donc, il y a un travail aussi en grosse honnêteté intellectuelle à faire sur quels sont nos objectifs réels. Et la beauté de cette chose-là, c'est que s'il n'y a pas d'objectif précis, on sait que ça ne sert à rien d'optimiser, que ça ne sert à rien de concevoir ces propriétés de performance. Donc je pense qu'il faut s'interroger fortement et honnêtement sur les objectifs. Une fois qu'on a défini des objectifs, alors il faut mettre en place des tests qui vérifient ces objectifs. Donc en fait, on est pratiquement dans une démarche de TDD, hein, et dont je ne suis pas spécialiste, donc je ne vais pas m'engager trop loin dans l'analogie, mais pour moi, ça tourne autour des objectifs. Voilà. Le piège de l'optimisation trop tôt,
c'est que de manière générale, elle ne répond pas à des objectifs qui sont ancrés dans les besoins business. Donc, c'est les besoins business qui doivent driver les objectifs de performance et donc les objectifs de test de performance. Ça marche, très clair. Et du coup, il faut plutôt envisager, alors c'était en sous-texte dans tout ce que tu racontais, qu'évidemment, il faut avoir un monitoring, plusieurs monitorings sur ces différents aspects-là. Tu vas plutôt promouvoir du monitoring temps réel avec de l'alerting, du séquentiel, différents moments où on va se poser la question, on va se faire un moment performance pour voir un petit peu où on en est, une combinaison des deux, qu'est-ce que tu recommandes? Ouais, alors ça c'est le sujet, donc test en continu, hein, on y a touché un tout petit peu, mais d'assez loin tout à l'heure quand on parlait de tests automatisés. Idéalement, dans un monde où il n'y a pas d'entreprise qui veut faire de l'argent sur des sujets de monitoring, il faudrait tout loguer tout le temps et donc avoir la possibilité de sortir de la donnée dès qu'on a besoin de la regarder, et ce, en stockant toujours tout ad vitam aeternam. Donc bien entendu, c'est une solution qui est compliquée à aborder avec ce point de vue-là. Les ressources sont limitées, donc il faut faire ça de manière intelligente. Et puis, il y a un autre problème qui pend là-dessus sur le plan technique, donc pas strictement financier, qui est si on va vraiment extrêmement profondément dans les systèmes, le monitoring finit par affecter les performances, et donc c'est ce qu'on appelle l'overhead. Donc, pour essayer de répondre à ta question, je dirais, il faut essayer, je pense, le plus possible d'éviter d'envisager la performance comme étant des checkpoints sur lesquels on fait un travail. Pour moi, c'est vraiment au fil de l'eau. C'est ça qui permet euh, de, de s'adapter et d'assimiler tout ça sous forme culturelle. Pour pas qu'on ait à se réveiller un seul jour à la fin du sprint en se disant aujourd'hui c'est les activités de performance, mais au contraire que ça soit complètement intégré à la démarche de conception software. Donc ouais, ouais, il faut la surveiller en permanence. Maintenant, je me rends bien compte qu'il y a des limitations matérielles assez nettes. Donc là-dessus, faut faire preuve de discernement, je dirais tout simplement. Euh, Comme souvent. tout ce qui est facilement collecté, tout ce qui peut être collecté facilement et à pas trop cher, il faut pas s'empêcher de le faire. Et tout ce qui coûte un peu plus cher, ben, on pose la question. Très clair. Marwan demandait dans les commentaires si en 15 ans de métier, tu as vu évoluer justement le métier de testeur de la perf, que ce soit côté process, outillage. Qu'est-ce que tu as pu observer comme évolution du métier Ouais, sur ces dernières années? bonne question, Marwan. Alors, je dirais que il y a deux choses principales qui ont évolué. C'est que d'un côté, les outils d'automatisation à l'échelle, donc les tests de charge qui permettent d'orchestrer des dizaines, des centaines ou jusqu'à des millions d'utilisateurs en parallèle, sont devenus beaucoup plus efficaces, sont devenus beaucoup plus forts en termes d'automatisation. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est une automatisation qui, de manière générale, s'appuie plutôt sur des échanges protocolaires plutôt que des interfaces pour des raisons de ressources et de stabilité essentiellement. Et donc, ça suppose un travail de lecture des trames HTTP et de corrélation technique. Bon, là aussi, il faut que j'évite de rentrer trop dans le détail, mais qui sont en grande partie solutionnés maintenant, et plus encore avec l'émergence de l'IA et de la generative AI en général dans le métier. Donc, je dirais qu'il y a la partie automatisation qui a beaucoup évolué parce que les outils ont mûri, tout simplement. Et puis de l'autre côté, et c'est ça, je pense, le plus gros levier, c'est que on a la chance aujourd'hui d'avoir des solutions de monitoring qui sont extrêmement performantes, c'est-à-dire avec très peu d'overhead, et qui permettent comment dire, et qui permettent d'aller très profondément dans les systèmes avec un niveau de lecture extrêmement simplifié. Je donne un exemple. Quand on avait une architecture entière avant et qu'on avait une requête qui passait par un front, puis par un back, puis par une base de données, il fallait, pour comprendre pourquoi un acte donné était lent, aller tirer un fil au travers de chacun des tiers et aller chercher des logs qui n'étaient pas du tout, des logs ou n'importe quel type d'indicateur qui n'étaient pas du tout réconciliés entre eux. Alors qu'aujourd'hui, on a des systèmes à la fois côté OpenTelemetry et puis des systèmes comment dire, propriétaires hein, comme Datadog, Dynatrace, Elastic, etc., qui permettent d'avoir des traces distribuées. Hein, le terme consacré, c'est Distributed Traces, qui permet de voir la pile complète et quelle est la part de contribution de la base de données, du back, etc. Et donc ça, c'est vraiment, ça facilite la vie de manière considérable. Donc je dirais c'est ça le résumé. D'un point de vue méthodologique, malheureusement, je dirais que c'est la partie qui souffre le plus. Les gens sont devenus en grande partie beaucoup plus forts techniquement, en particulier grâce aux solutions techniques, mais la méthodologie pêche encore beaucoup de nos jours.
Et donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles je fais ce type d'intervention. C'est parce que je pense que autant il y a intérêt à former les gens techniquement, autant sur le plan méthodologique, il y a encore énormément de travail. Hyper clair. Tu as cité quelques outils, Mathieu. Toi, il y a une stack en particulier que tu recommandes? Alors, pour moi, il y a deux sujets principaux côté automatisation. Il y a, comme je disais, l'automatisation un peu à l'ancienne, où il faut beaucoup faire de reverse engineering. Donc, ça répondait à des besoins particuliers. Donc, les solutions de l'époque, c'était LoadRunner et Neoload essentiellement, qui sont, à mon avis, les deux acteurs les plus forts du marché sur ce pan-là. Il y a deux solutions excellentes qui parlent de développeurs expérience et que les développeurs aiment bien utiliser. Je pense en particulier à Gatling et à Cassis. Donc vraiment des solutions qui sont très solides là-dessus. On a la chance en France, c'est un peu le sujet aujourd'hui, hein, de la souveraineté logicielle. On a la chance en France d'avoir un éditeur logiciel qui est d'ampleur mondiale chez Gatling. Donc je vous conseille de regarder. Et puis dans les stacks que j'aime bien, donc des APM très forts, Datadog, Dynatrace, Elastic, on fait des choses fantastiques avec ces outils-là. Ouais. Voilà, ces solutions-là, c'est celles que je préfère manipuler. Hyper clair. Merci, Mathieu. Deux dernières petites questions. La première, sur les différents critères, les différents piliers que tu évoques de la performance qu'on peut voir à l'écran. Est-ce qu'il faut chercher à tout prix à les tester, surveiller de manière découplée, isolée? Est-ce que c'est possible déjà? Quel est un peu ton regard sur ça? Alors, j'ai pas compris la question, pour être tout à fait honnête. Alors, je pense que c'est plutôt autour de, on a différents critères, vitesse, sobriété, capacité, scalabilité, etc. Est-ce que, on va chercher à les tester de manière isolée? On va Ah, d'abord se ok. focaliser uniquement sur la capacité, ou c'est assez compliqué à faire et il faut arriver à gérer avec ce couplage qu'il y a entre ces différents critères. Très bonne question également. Donc, euh, comment répondre rapidement, mais de manière claire? Comment répondre de manière complète, mais de manière claire? Euh, je dirais que de manière générale, il faut avoir une excellente raison pour ne pas respecter cette règle qui est quand on a une question, on fait un test, et quand on fait un test, on a une question. Donc, idéalement, il faudrait pouvoir évaluer toutes ces propriétés de manière séparée. Maintenant, on ne peut pas et on ne devrait pas vider chacune de ces problématiques de sa voisine si jamais elles vont ensemble. Donc, je reprends l'exemple tout à l'heure d'Amazon au moment du Black Friday et qui, à côté de ça, sait que ils perdent 1% de chiffre d'affaires quand ils perdent 100 millisecondes. C'est ça le sujet. Qu'est-ce qui se passe quand je mets d'un côté la capacité, donc ma capacité à accueillir tous ces utilisateurs, et de l'autre, est-ce que je délivre la vitesse que je cherche à atteindre dans ce contexte-là? Donc je dirais que pour avancer de manière pragmatique, il faut d'abord les évaluer de manière indépendante. C'est ça qui permet d'avoir le moins d'obstacles méthodologiques, matériels, procédural pour pouvoir mener à bien ces tests-là. Mais assez rapidement, ça devient des tests liés. Je donne un exemple, le sujet de la résilience et le sujet de la stabilité, par exemple, ça va vraiment ensemble. Je suis sur une plateforme, par exemple, qui est en plein Black Friday, et j'ai un incident qui me fait tomber, j'en sais rien, un tiers de mon infrastructure. Dans quelle mesure est-ce que ça affecte les conditions d'utilisation pour mes utilisateurs et utilisatrices qui sont encore sur la plateforme? Donc, oui, j'ai besoin que ma plateforme se soigne et revienne en vie, mais il y a tous ces autres aspects de performance que je cherche à continuer à valider dans ces contextes-là. Donc, ma réponse, c'est en fait, il faut faire les deux, mais c'est très intimidant et c'est en fait très sous-optimal de vouloir tout traiter en même temps dans un premier temps. Yes, comme souvent en général. Effectivement, ça s'applique à ça. Tu parlais, pour terminer, ta présentation de culture de la performance, que tout passe par là. Si tu devais donner, quelques takeaways sur, comment on crée une culture de la performance dans une boîte, si aujourd'hui, c'est pas le cas dans ma boîte et que j'ai envie de le faire, par quoi je commence? Qu'est-ce que je fais? Ouais. Eh ben pour moi, c'est le côté cruel de la culture, c'est que le culture shift, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué à mettre en place dans une structure qui est déjà soit qui a une culture, comment dire, contradictoire avec ce qu'on veut mettre en place, soit des enjeux de culture qui se battent les unes avec les autres au sein de la même société. Donc je dirais que le premier levier, c'est déjà de
c'est le fameux, tu sais, walk the talk, c'est-à-dire est-ce que la direction, est-ce que les gens qui sont tout en haut portent et incarnent cette chose-là? Est-ce que c'est vraiment des sujets importants? Est-ce que le jour où il y a du retard sur une feature pourtant très importante, on met ça de côté? Ou est-ce que les équipes voient que vous portez réellement ça jusqu'au bout? Euh, donc ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, qui est en fait une conséquence du premier, c'est qu'il faut parler de ces choses-là au moment du recrutement. Combien de sociétés je vois qui disent oui, oui, la performance c'est très important pour nous et qui au moment des entretiens techniques ne posent pas la question une seconde aux candidats et candidates. Donc je pense qu'il y a une question de cohérence sur ce plan-là. Et puis la dernière, je dirais le dernier levier, c'est de se rendre compte que de manière générale, les équipes, elles veulent bien faire. En fait, j'ai à ce jour jamais rencontré quelqu'un qui dit moi j'aime bien faire du mauvais boulot. Donc, ça veut dire que quand on ne travaille pas dans cette optique-là, simplement la personne qu'on a en face de nous répond à des contraintes, des problématiques qu'elle a. Donc, est-ce que c'est un problème de connaissance? Est-ce que c'est un problème de temps? Est-ce que c'est un problème d'outillage? Est-ce que c'est un problème de processus? Est-ce que c'est un problème de valeur? Il faut traiter tous ces aspects-là et embarquer tout le monde dans une vraie démarche de produit. C'est ce que je disais tout à l'heure sur la développeur expérience. Pour produire de bons outils, de bonnes procédures, une bonne culture au final, il faut que tout ça ait du sens pour les individus. Donc, il faut prendre ça vraiment à la racine et faire le travail. On fait le travail pour nos clients. Donc, autant faire le travail aussi pour les équipes de développement. Hyper clair, merci beaucoup Mathieu. Il y a juste Marwan qui réagissait à la réponse que tu proposais tout à l'heure sur les outils Gatling et Cassis qui sont as code, pas forcément adaptés pour la perf de process métier, qui s'utilisent plutôt par API. Du coup, tu avais d'autres recommandations qui ne passaient pas forcément par du code ou de l'API en Alors, je suis direct? d'accord et pas d'accord. C'est-à-dire, je pense que ce que Marouane veut dire, euh, c'est que bah, on ne s'adresse pas toujours à des populations qui adhèrent vraiment à la vue as-code, ce que je conçois complètement. Ces outils sont en train d'évoluer pour pouvoir procéder, pour pouvoir, pardon, aborder le sujet aussi avec beaucoup plus d'interface, beaucoup plus d'interactivité, et donc donner ces activités à des gens qui ne sont pas forcément acculturés ou accoutumés à une approche as-code. Donc il y a ça. Je pense que quand même, ces outils-là continuent d'avoir des arguments très forts. Néanmoins, si on veut avoir une interface qui permet de faire plein de choses, bah, je dirais qu'il y a des solutions qui existent, hein. Voilà, LoadRunner, NeoLoad, pour moi, sont les meilleurs. Il y a aussi JMeter, qui est extrêmement connu sur le marché, qui est une solution gratuite, en tout cas gratuite en termes de licence, hein, mais qui va coûter plus cher quand on fait du build. Donc je dirais, voilà, si on est averse au code, il faut s'orienter plutôt vers du NeoLoad, du LoadRunner et du JMeter. Attention, ça n'exclut pas pour autant le fait de devoir faire par endroit un peu de code. Donc, je dirais, si on veut vendre cette activité à une équipe qui est résolument anti-code, on va au-devant de gros problèmes, en particulier parce que l'un des enjeux de cette équipe, ça va être de fournir des analyses de performance et qui, donc, vont vous amener tôt ou tard à plonger dans le code applicatif. Donc, s'il y a une aversion, je pense qu'à la fois, on ne va pas pouvoir faire son travail correctement et en même temps, on ne répond pas aux enjeux. Hyper clair. Merci beaucoup Mathieu pour cette session, pour ta présentation et tes réponses. C'était hyper limpide, hyper clair. C'est du coup l'heure d'aller déjeuner. Merci à toutes et à tous. On était très contents de faire ce webinaire qui sera disponible en replay. Donc à très bientôt. On se revoit bientôt sur les ondes. Salut Merci tout le Stan, monde. merci tout le Merci monde. Mathieu. Au revoir.